Il faut remonter alors très loin. Mon père avait racheté cette société qui avait été créée en 1937 par un monsieur Battesti et un monsieur Peggy. Et le fait, c'est qu'il a commencé le cinéma quand, juste après la guerre, on lui a loué des manèges forains, des auto-tamponneuses pour des tournages de films. Et puis par la suite, quand il est parti à Nice, et il avait l'habitude d'avoir des caravanes, et il a eu l'idée de faire des loges roulantes pour les tournages. Et les studios de la Victorine à Nice lui louaient les roulottes qui avaient été transformées en loges pour les comédiens. Par la suite, il a fait des studios à Nice, c'est là qu'il a fait les aventures de Ziguépus. Et puis il a fait une société qui s'appelait Paris-Nice Productions, justement. Par la suite, il a eu des distributeurs cinéma qui lui ont donné des traites pour des films qu'il tournait. Et ils n'ont pas payé les traites, ce qui fait qu'il a été très embêté et qu'il a fallu changer de société. Dans le temps, les productions se faisaient non pas avec l'argent des chaînes de télé comme on fait aujourd'hui, mais c'était les distributeurs cinéma qui donnaient des avaloirs sur les recettes à venir, et avec des traites, des effets, et à 6 mois, 9 mois, 1 an plus tard. Mais quand il ne les payait pas, il y avait forcément l'aval de la société, et c'est pour ça qu'il a changé de société. J'ai commencé à travailler à gauche, à droite avec différentes sociétés de production, de studios de doublage sur les Champs-Élysées avec Gérard Cohen. Ensuite, j'ai travaillé avec Georges Combray, qui avait la société Europroduce, qui avait fait beaucoup de films. Et avant de travailler avec mon père dans Eurociné, justement. Et quand on a travaillé ensemble, on a toujours collaboré complètement du début à la fin, chacun apportant ses propres idées. Lorsqu'on tournait les films, si c'était sur Paris ou en France, nous étions là tous les deux. Il est arrivé que certains films qui étaient tournés en Espagne, seulement l'un de nous se rendait sur le tournage. Ça dépendait des films. Avec le temps qui passe, on a été amené à suivre le style des films qui se faisaient. Il y a eu la nouvelle vague qui est arrivée, donc ça a donné beaucoup de liberté, peut-être même liberté que l'on avait déjà, où on était juste au moment de ce changement de mentalité de tournage. C'est vrai qu'avec les années qui ont passé, il y a eu une adaptation qui a été faite au nouvel environnement, je vais dire cinématographique, ou manière de tourner, de faire les films, nouvelle écriture qui a évolué avec le temps. L'idée de faire un film sur tel ou tel sujet venait beaucoup des rencontres que nous avions avec les distributeurs ou français ou étrangers, notamment italiens, quand nous étions dans les salons, le Festival de Cannes ou le MIFED à Milan, et qu'en parlant avec ces distributeurs, on sentait qu'il y avait un intérêt pour tel genre ou tel genre de film. Et on leur présentait l'idée d'un film que ce soit sur les films qui se passent pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou des films avec des morts vivants, ou des films érotiques, ou des comédies érotiques. Si on sentait un intérêt de leur part,
le film, on faisait un film sur ces sujets-là. On avait tout le temps des idées de films que l'on avait conçues ou dont nous avions eu l'idée. Et à partir de là, ça nous est arrivé de demander à certaines personnes d'écrire le scénario des films. Beaucoup de ces films ont été tournés avec simplement un son témoin, donc pas de son direct. Et par la suite, on allait en studio pour les post-synchroniser. Les rôles principaux étaient faits par les comédiens principaux. C'était marqué dans leur contrat qu'ils devaient venir se doubler 2, 3, 4 demi-journées suivant l'importance du rôle. Et ils venaient. Il est arrivé parfois que des comédiens qui étaient bons à l'écran ne soient pas bons dans le studio. Et ensemble, on a décidé de les faire post-synchroniser par des acteurs professionnels de doublage. Et également, quand il y a eu des films où il y avait des comédiens étrangers, ce sont des comédiens avec qui on avait l'habitude de tourner dans les films qui sont venus pour post-synchroniser des comédiens étrangers, comme on avait beaucoup de films avec des comédiens étrangers. Mon père a connu Jess Franco qui avait travaillé au scénario de Zorro le Vengeur et qui avait été, si je ne me trompe pas, l'assistant de Tatin. Tatin, c'est Joaquín Romero Marchand, le réalisateur. Et il l'a connu donc à cette époque. Ensuite, Jess a travaillé pour Sergio Newman, qui était le producteur espagnol Hispamer Film. Et mon père a justement participé au tournage de Mariquita, la Belle de Tabarin, qui est un film de Jess Franco, qui est un film justement très loin de l'univers de Jess tel qu'il est perçu par tout le monde aujourd'hui, avec tournage à Paris, tournage avec des comédiens français, des chansons françaises. Donc à partir de là, ils se sont connus et après, tous les tournages se sont enchaînés les uns à la suite des autres. Jess apportant beaucoup d'idées et nous l'appelant pour faire certains films. Et c'est comme ça qu'on a tout le temps collaboré jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on a fait le documentaire sur Jess, où on a été les derniers à tourner avec Jess, malgré qu'il soit dans la chaise roulante. Si vous avez vu le documentaire, vous voyez comment à la fin il termine. C'est tout à fait lui de terminer. C'est fini maintenant. Todo ha seguido igual. Yo sigo aquí. Como soy fiel a mis principios, sigo en el tajo, jodiéndome la vida. Bueno, adiós. On a connu Lina Romay tout à fait à ses débuts, quand elle était encore mariée avec un photographe, Ramon Ardide, et ils sont venus tous les deux tourner à Paris, avec Jess évidemment, et ça a été presque une famille qui s'était créée à cette époque. Ensuite, il y a eu la rupture avec Ramon Ardide, mais Lina est tout le temps restée très proche jusqu'à la fin. Les dernières fois que je l'ai vue, c'est quand il y avait eu le Goya d'honneur à Jess Franco et qu'on était ensemble à cette occasion. Mon père avait fait un film noir et blanc qui s'appelle Sursis pour un vivant avec Howard Vernon. Et c'est un film avec aussi John Keats-Miller, Don Adams, Lino Ventura. Et il avait connu donc Howard Vernon, ça devait être dans les années
à la fin des années, dans les années 60. Et par la suite, quand mon père a fait Zorro le Vengeur, il a appelé Howard pour qu'il fasse un rôle. Et je me souviens être sur le tournage à Madrid. Nous étions les deux seuls Français dans l'hôtel, donc on était tout le temps ensemble. Et par la suite, avec Howard, c'était simplement par téléphone. On lui disait, écoute, il y a ce film-là qui va se faire, c'est Jess le réal, et le rôle est comme ci, comme ça, et on se mettait d'accord par téléphone de combien on pouvait le payer. Et j'ai même souvenir d'avoir eu rendez-vous avec lui sur le quai du métro avant qu'il ne parte pour signer le contrat sur le quai du métro. Howard Vernon a toujours été une personne très aimable qui disait tout ce tout ce qui lui passait par la tête, mais aussi en même temps était un pince sans rire. Quand on a fait Commando Mengele, par exemple, il était derrière son bureau avec son costume de SS, mais il n'avait pas mis de pantalon. Donc nous tournions qu'à hauteur de la table, de la ceinture, mais il se levait en slip pour faire le pitre comme ça. Donc il était pince sans rire, oui, c'est ça. Secret de la prospérité pour la classe dirigeante. Un commando héroïque se battra pour que vive la liberté. Commando Mengele, la vengeance au nom de l'humanité. On a travaillé très peu avec Paul Muller. En fait, Jess Franco connaissait Paul, donc il l'a appelé pour un tournage Eugénie. Mon père avait travaillé déjà avec lui sur Le Dernier des Mohicans, mais Le Dernier des Mohicans était une production, entre guillemets, traditionnelle, avec une grande équipe qui n'avait rien à voir avec les films que nous faisions avec notre équipe habituelle, que ce soit technique ou artistique. Je veux dire, il ne faisait pas vraiment partie de notre famille habituelle où on était tous contents de se retrouver pour un nouveau tournage. Les gens passaient, techniciens ou acteurs, nous dire bonjour au bureau et disaient « quand est-ce qu'on en fait un autre ?» C'était vraiment cette ambiance-là que l'on avait, et c'est peut-être pour ça qu'on a pu continuer de tourner beaucoup de films avec plaisir. Quand mon père a commencé à faire des films en Espagne, à l'époque, il y avait le général Franco, on ne pouvait pas critiquer l'Église, l'armée ou adultère. Et il a eu l'idée de faire des westerns, et son partenaire espagnol, Eduardo Manzanos, lui a dit « T'es fou, ce sont les Américains qui font les westerns ». Et finalement, ils ont fait Zorro, parce que c'était les Espagnols qui étaient en Californie contre les Américains, donc ça a été possible. Il a réussi à convaincre Eduardo de faire Zorro le Vengeur. Et ensuite, ça a été suivi par les westerns. Et à l'époque, il a connu Jack Taylor, qui était tout jeune, et ils avaient ensemble un contrat où il devait lui donner un salaire régulier, et Jack devait faire 2 ou 3 films chaque année. Quand j'ai revu Jack récemment, il y a 1 an ou 2, il m'a donné le livre qu'il a écrit, et dans son livre, il remercie mon père parce que c'est grâce à lui qu'il a eu le permis de travail en Espagne, parce qu'à l'époque, c'était très difficile, c'était régenté pour les étrangers de travailler dans les tournages en Espagne. Après ces westerns, Jacques a tourné dans beaucoup de films en Espagne, et est devenu ami avec Jess aussi. Et il a tourné
dans de nombreux films, y compris avec, je crois que c'est La 9e porte de Polanski. Et il continue de travailler. On a déjeuné ensemble juste avant la pandémie. Et ça fait plaisir de pouvoir voir des comédiens ou des techniciens avec qui on a travaillé il y a 40 ans. Et on est toujours content de se retrouver et de partager un bon moment ensemble. Il y a un autre acteur avec qui on a fait beaucoup de films et qui faisait aussi partie de la famille Eurociné, c'est Olivier Matteau, que l'on a connu. Quel était le premier film qu'on a fait? Je crois que le premier film c'était Femme mariée, cher jeune homme seul, un film de Huxley Marshall. Et nous sommes partis ensemble en voiture, lui, mon père et moi, sur le tournage en Espagne. Et par la suite, il était abonné à tous nos films. Monica Swin a aussi tourné beaucoup de films avec nous. Elle aussi a fait partie de la famille. Je pense qu'à l'époque, elle était la compagne de Jean-Pierre Bruixou. Et c'est comme ça que nous avons dû la connaître. Et elle a tourné pas mal de films avec nous, notamment Train spécial, où elle a le rôle principal. Et elle a toujours resté proche de chez nous. On a connu Roger Darton une première fois et il s'est tout de suite intégré à notre manière de tourner, avec les techniciens qui revenaient aussi dans presque tous les films. L'équipe technique était tout le temps très proche l'une de l'autre. Et Roger Darton aussi était partie de la famille. Antonio Mayans a commencé il y a très longtemps dans les films qui se tournaient en Espagne, produits par Samuel Bronston, comme des tout petits rôles. Et puis il a connu Jess Franco et il est venu travailler avec nous une fois sur un tournage à Paris. Et depuis, il est tout le temps resté associé avec nous sur tous les tournages qu'on faisait en Espagne. Et on l'a même fait venir pour des tournages avec Pierre Chevalier, je pense à Maison Tellier. Et il nous a aidés et il a travaillé également à la production quand c'était des films qui étaient plus compliqués à faire. On a également fait plusieurs films avec Rudy Lenoir parce qu'il était un petit peu catalogué comme allemand, non seulement dans nos films, mais dans d'autres films aussi. Donc chaque fois qu'on avait des officiers allemands, c'est Rudy qui venait tourner cela. On faisait en famille. Et quand mon épouse est venue travailler avec nous, elle participait de la même manière. Et nous étions tous une équipe contents de se voir, contents de se revoir pour un prochain film. Oui, et dans Maison Tellier également. Enfin, comme nous travaillons en famille, quand il y a eu besoin pour un film d'une petite fille, ça a été automatiquement Anouchka, qui a tourné dans plusieurs de nos films, que ce soit Le Lac des Morts Vivants, Mondo Cannibal, Maison Tellier, avec Jess Franco ou avec Pierre Chevalier. Elle a toujours été aussi avec nous. Tu sais maintenant qui est l'homme au médaillon.
Oui, c'est mon père. Je veux bien vous aider à attraper les autres, mais je veux pas qu'on lui fasse de mal, à lui. Et lui est un mort-vivant. Il y a un éditeur de musique, Lucas, qui a édité des disques de la musique du Lac des Morts-Vivants, de La Comtesse Noire, et nous l'avons rencontré. Anouchka était avec nous en voiture, et il y avait le directeur de la salle de ciné de Thionville qui était là, et quand il a su que c'était Anouchka du Lac des Morts-Vivants qui était là, il lui a demandé de faire une photo avec elle 30 ans après. À l'époque du cinéma érotique, dans les années 70, on a connu Brigitte Lahaie qui était devenue une star du porno. Et un jour, dans un film, La Grande Peur, Viol, on a eu l'idée de lui confier un rôle, pas du tout érotique, mais qui est le sujet de ce film qui est peut-être à sketch. C'est la vengeance d'une fille qui a été violée par 2 camionneurs, qui est une histoire vraie, inspirée d'une histoire vraie aussi. Et on est resté en très bons termes, ça s'est très bien passé. Et quand on a eu l'opportunité de lui confier un rôle traditionnel, on l'a appelée, on lui a dit, et elle est venue avec grand plaisir tourner avec nous. Ça a été très agréable. Quand il y a eu le film de Tinto Brass, Salon Kitty, qui a eu un grand succès, on a senti au niveau des distributeurs qu'il y avait une demande pour ce genre de film. Donc on a commencé à tourner des films qui se passaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, que notre distributeur à l'époque en VHS a appelé Nazi-exploitation. Mais c'était des films que les distributeurs du monde entier, américains ou italiens, demandaient. On a beaucoup tourné dans une maison que l'on a à la campagne, à Soisy-sur-École, et qui nous servait de studio, en restant modeste, mais où nous avions des accessoires, des décors, et donc on a tourné beaucoup dans cette maison, et aussi dans les environs de cette région qui est dans le sud de Paris. On a connu Pierre Chevalier en 1968 avec le film Nathalie, l'amour s'éveille, qui officiellement était 2 courts-métrages qui étaient liés, Nathalie et l'autre L'amour s'éveille. Et on s'est très bien entendu. Et par la suite, Pierre est resté intimement lié aussi à Eurociné. On a dû faire une quinzaine ou une vingtaine de films ensemble. Et il a fait partie d'Eurociné au même titre que Jess Franco. Il était tout le temps avec nous dans les bureaux. Et c'est devenu aussi un ami. Un ami. Je me souviens que Pierre et mon père, ensemble, avaient commandé des bouteilles de Bordeaux qui s'appelaient Chevalier Le Sœur. Donc j'ai encore des bouteilles de Bordeaux avec les étiquettes Chevalier Le Sœur. Quand il y avait l'exploitation dans les salles de cinéma avec les films en couleur, mais les photos étaient faites en noir et blanc et elles étaient colorées à la main.
il y avait j'allais dire des dames, parce que c'était essentiellement des dames à qui on envoyait les photos noir et blanc et qui les coloraient à la main avec des peintures spéciales pour les photos. C'est ce qui se faisait pour tous les films, les plus grands films ou les plus petits. C'était la même manière d'afficher les photos devant les salles de cinéma. Un jour, on a eu un film qui marchait bien et on a eu besoin tout de suite de livrer des photos. Et la dame coloriste ne pouvait pas le faire, donc on a passé la nuit à les colorer nous-mêmes au bureau, aidés par un assistant qui demandait du travail, c'était Alain Payet. Donc on a connu Alain Payet en travaillant de nuit de suite pour colorer des photos, et depuis il est venu comme assistant chez nous, et puis finalement comme réalisateur. Alain aussi a fait partie de la famille Eurociné. Patrice Rome a tourné avec nous et puis nous a aidés aussi à l'écriture de divers films parce qu'il avait beaucoup d'idées. Et quant à Alain Deruel, on l'a connu et on a fait un film ou deux ensemble, mais il n'y a pas eu la même osmose qu'avec Jess ou Pierre Chevalier. C'était pas les mêmes rapports. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup de films ensemble, même si on est resté en très bons termes, mais il n'y a pas eu cette osmose qui s'est créée comme avec d'autres personnes. Avec Gilbert Roussel, qui avait beaucoup d'idées, qui écrivait des scénarios très drôles, qui avait beaucoup d'esprit. On a fait un premier film et on s'est bien entendu, donc on a décidé d'en faire un deuxième, mais c'était toujours des comédies, c'était pas des films, entre guillemets, des histoires sérieuses. Donc Gilbert a toujours aimé faire des choses comédies. Et c'est surtout avec lui qu'on a tourné les quelques comédies que l'on a faites. On a connu également un réalisateur italien, Andrea Bianchi, avec qui on s'est bien entendu et avec qui on a fait 2 films, Commando Mengele et Maniac Killer. Et il n'y a pas eu d'autres opportunités pour tourner ensemble, mais on a essayé, mais c'est le moment où l'économie du cinéma a changé et c'était peut-être plus le moment de tourner de la même manière que l'on avait fait tous ces films auparavant. Andrea Bianchi avait des habitudes de tournage de films traditionnels avec des grandes équipes, mais il s'est adapté sans aucun problème à notre système de tournage avec une équipe réduite où tout le monde collaborait, où tout le monde aidait ses partenaires à quelque niveau que ce soit. Et il est rentré, entre guillemets, dans le moule sans problème. A.M. Frank sont les 2 initiales de mon père. Un de ses prénoms, c'est Adolphe, qu'il a gommé complètement parce qu'il n'aimait pas Hitler, évidemment. Et donc, c'est devenu A d'Adolphe, M de Marius, qui était son 2e prénom. Et A.M. Frank, c'est Adolphe Marius Le Sœur.
Entre mon père et moi, il nous est arrivé de nous retrouver sans réalisateur attitré pour le film. Donc on a eu la possibilité de diriger nous-mêmes des tournages, mais c'était occasionnel et très ponctuel. Mon père a connu Daniel White sur le tournage du film Sursis pour un vivant. Et Daniel a fait la musique de ce film-là. Et par la suite, on l'a présenté à Jess Franco et ensemble, ils ont fait beaucoup de musique. Daniel, au niveau musique, c'était lui aussi qui faisait partie de la famille Rossiné. On a proposé à une société espagnole de faire un film sur les morts-vivants, donc le lac des morts-vivants, et le coproducteur espagnol a voulu envoyer un réalisateur, Atienza, qui n'était pas du tout, qui correspondait pas du tout au film. Et on a appelé Jean Rollin, qui avait travaillé sur le scénario en même temps. Sur plusieurs scénarios de films, il a travaillé avec nous, Jean. Donc on a appelé Jean, est-ce que tu es libre, est-ce que tu peux venir? Et Jean est venu sur le tournage. On le voit du reste dans le film. Le lac des morts-vivants a été tourné dans la forêt de Senlis notamment, dans des décors intérieurs vers Villeneuve-Saint-Georges, mais beaucoup dans la banlieue nord de Paris, vers Senlis. Si ma mémoire est bonne, la première fois où Alain Petit est venu travailler pour Eurociné, c'était pour l'écriture de résumés ou de scénarios. Lui-même se souviendra certainement mieux que moi comment nous nous sommes connus. Mais il me semble que c'était pour l'écriture de scénarios, parce que souvent nous avions l'idée, mon père et moi, de faire, on faisait 5 ou 10 pages, et ensuite on faisait développer par d'autres personnes. Et par la suite, Alain a travaillé dans plusieurs de nos films, donc je crois qu'il a un tout petit truc dans Le lac des morts-vivants, et notamment dans Midnight Party, où il y a la fameuse chanson « Merde, merde, merde ». Merde, 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 la vie est une merde. Chut, 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 la vie est une chute. Chut, merde, chut, la vie est une chute. Il y a eu un marché qui a été créé à Los Angeles par les Américains de l'American Film Market, où je suis allé au premier American Film Market, et j'ai commencé à connaître plus les distributeurs mondiaux. Après plusieurs éditions, je me suis rendu compte que les films que nous tournions en français, ou que nous peu synchronisions en français, mais qui étaient tournés en français quand même, avaient un blocage net de la part des distributeurs américains. Ils refusaient des films qui n'étaient pas tournés en anglais directement. À partir de là, je suis revenu en France et j'ai dit à mon père pourquoi on ne tournerait pas en anglais. On a fait un essai, c'était Maison Tellier, où on a tourné 2 jours avec des comédiens français qui parlaient anglais, mais
jouer en anglais ou parler anglais, c'est pas du tout pareil. On s'est rendu compte que c'était pas possible, donc on a terminé le film tourné en français. Par la suite, j'ai fait la connaissance d'une comédienne, Sybil Danning, qui avait un nom aux États-Unis et un nom parmi les distributeurs du monde entier. Et je l'ai convaincue de venir tourner avec nous. Et on a fait le film Panther Squad, avec Jack Taylor, entre autres. À partir de là, ce film a été distribué par Vestron, qui était le distributeur du Thriller de Michael Jackson. Ils ont très bien vendu, et à partir de ce moment-là, on a toujours engagé des comédiens américains ou anglais, mais des comédiens anglophones qui avaient un nom qui permettait de vendre ces films à un autre niveau que des films tournés en français avec des acteurs anonymes pour un distributeur japonais ou mexicain. Et c'est là qu'on a pris, Jess Franco connaissait Christopher Lee, et il a dit pourquoi on ne prendrait pas Christopher Lee pour ça. Et il a appelé, et Christopher est venu tourner un premier film ensemble. Et on a retourné ensuite un deuxième film ensemble. Christopher est un personnage, ou était un personnage très spécial, très sérieux, très rigoureux, mais qui en même temps était très ouvert, qui nous a raconté sa guerre, qui nous a invités dans son appartement, ma femme et moi, à Londres. Donc on a eu, malgré son côté rigoureux, et il avait parfois pas tort, mais quand même, c'était quand même quelqu'un qui s'est fondu dans Eurociné. Quand j'étais à Los Angeles, j'ai connu un casting director qui m'a présenté des comédiens pour des rôles de tournage à Paris, et il m'a présenté Christopher Mitchum. Je dois dire qu'à l'époque, d'avoir le nom de Mitchum, j'étais quand même impressionné d'avoir Christopher. Je l'ai rencontré, je lui ai expliqué comment on tournait, je lui ai expliqué quel rôle il allait avoir, et on s'est mis d'accord. Il est venu. C'est vrai que le premier jour, le deuxième jour, il était assez, pas perdu, mais quand même, il ne se fondait pas dans l'équipe. Et Ilona, mon épouse, lui a dit, mais viens manger avec nous, et à partir de là, c'est devenu un ami. Parce que ça va bien au-delà d'un simple comédien qui vient, à qui on a plaisir de se retrouver. Il nous a invités chez lui, on est allé chez lui à Santa Barbara. On se parle encore au téléphone à chaque fois. Quand on est à Los Angeles, il vient nous voir et on déjeune ensemble. Il s'est fondu aussi dans le moule Eurociné. You are the best. Draw your knives. Come on, draw your knives. Attack me, try to kill me. Come on. Come on, try and kill me. Come on, come on. Mon père avait connu Richard Harrison du temps des westerns, notamment sur le film qu'on appelle Les Trois Implacables en France, et film réalisé par Joaquin Romero Marchand. Et lorsque l'occasion s'est présentée de lui proposer un rôle, il l'a appelé,
Et c'est là que j'ai connu Richard, qui est venu avec plaisir travailler avec nous. On l'a revu plusieurs fois à Los Angeles et il y a, même si moi personnellement je n'ai pas fait beaucoup de films avec lui, il y a quand même aussi un lien qui s'est fait, un genre d'amitié. Un jour, le casting director, la même personne à Los Angeles, m'a proposé parmi les noms de comédiens dont qu'elle pouvait approcher, Mark Hamill. J'avoue qu'à l'époque, lorsqu'elle m'en a parlé, je n'avais pas fait le rapprochement avec Skywalker, avec Star Wars. Et quand elle m'a dit qui c'était, je me suis dit, c'est pas possible que l'on ait l'acteur de Star Wars qui vienne tourner avec nous en France. Elle m'a dit, si, vois-le, etc. Donc il est venu, à l'époque à Los Angeles, j'utilisais les bureaux d'Unifrance, et donc il est venu dans les bureaux d'Unifrance. Et comme avec Christopher Mitchum, comme avec Chuck Connors, je lui ai expliqué le rôle, qu'est-ce qu'il allait faire, comment on allait tourner, quels étaient les autres partenaires, et on s'est mis d'accord financièrement, et tout s'est bien passé. Il est venu avec son épouse et son petit enfant, et je dois dire qu'il n'y a eu aucun problème, il a été très agréable, et même une anecdote, lors d'une journée de tournage, sa femme m'appelle au téléphone en me disant « on vient de me voler mon portefeuille, je suis dans une librairie avec mon fils qui était petit ». Je lui ai dit « attends, je vais tout de suite appeler Marc pour te le passer ». Elle me dit « non, ne le dérange pas, je lui dirai ce soir, il travaille, il ne faut pas le déranger ». Et je lui ai envoyé une voiture la chercher. Je lui ai dit « je t'envoie quand même une voiture pour te chercher ». Donc c'est pour montrer à quel point le côté important, c'était le côté professionnel. Et même son épouse participait vraiment à ce côté professionnel. As much as I know, he hasn't written to her in ages. Ever, in fact. Maybe he's a war casualty. Or a deserter. You don't like him very much, do you? How did you guess? J'ai connu Robert Forster alors à Los Angeles. La première fois qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit qu'il y avait un comédien, Antonio Mayans, que l'on appelait d'un nom américain. On avait américanisé son nom en Tony Foster. Et il était au courant. Donc on a rigolé ensemble de ça, et puis Robert est venu. On a tourné le film avec grand plaisir. Il a demandé s'il pouvait rester et même assister au montage parce qu'il était intrigué de voir comment nous pouvions tourner, comment ça allait se monter. Donc il est resté quelque temps avec nous pour assister au montage après le tournage. On est devenus amis, et au point que quand j'ai eu l'accident aux États-Unis, il a fait venir mes enfants chez lui avec ses propres enfants. C'était quelqu'un avec un cœur sur la main. Je suis allé le voir il y a 3-4 ans, juste avant qu'il ne décède, au théâtre où il jouait à Los Angeles, et avec grand plaisir on se retrouverait. On m'a proposé George Kennedy pour un rôle dont nous avions besoin. Je l'ai rencontré, je lui ai proposé le rôle, et il est venu et il a tourné avec nous, aussi très professionnel, comme tous les acteurs américains qui sont venus, qu'on a eu dans nos tournages. Tout s'est tellement bien passé parce que
même s'ils étaient habitués à avoir des équipes de 100 personnes et que nous n'étions que 20, ils se sont adaptés sans aucun problème parce qu'ils ont vu peut-être l'amour, si je peux dire ça, que nous avions pour faire les films. En tout cas, le plaisir que nous prenions à faire ces films-là, et ça a été communicatif. On n'a fait qu'un seul film avec Georges, on a failli faire un deuxième film, il a dit oui, je peux venir avec plaisir, peu importait, il n'avait même pas besoin que je lui explique l'histoire, et il a dit, il m'a demandé, est-ce qu'il serait possible de trouver un rôle pour ma fille, parce que on a des problèmes en ce moment avec elle, donc ça me ferait plaisir, et c'est lui qui m'avait demandé de venir. Ça n'a pas pu se faire, mais pour montrer à quel point il y avait aussi ce sentiment de famille qui se créait quand on tournait. Don't move. Nicholas Wilson. Colonel Madero. We meet at last. It's a pleasure. Dans Panther Squad, nous avons aussi deux comédiens, enfin une comédienne et un comédien, Donald O'Brien, qui ne faisait plus grand-chose à l'époque, et puis également Karine Schubert qui est venue. Et on a eu une inquiétude parce qu'elle avait terminé un tournage avec nous sur le planning, disons le jeudi, et elle retournait le lundi suivant, donc elle devait rester pendant 3-4 jours sans tourner. Et entre-temps, elle est repartie en Allemagne, sans nous prévenir, et on a pensé qu'elle ne reviendrait pas, mais le lundi matin, elle était présente au tournage. Après avoir eu le fils de Robert Mitchum, on a eu le fils de Martin Sheen qui est venu tourner avec nous. J'ai connu Ramon à Los Angeles. Comme pour les autres comédiens américains, je lui ai expliqué la manière dont nous tournions, quel était le metteur en scène. Et Ramon est venu tourner, accompagné de sa maman qui était avec nous aussi sur les tournages. Je l'ai revu récemment quand on a fait le documentaire sur Jess Franco, et il était content de me revoir, mais moi aussi j'étais content de le revoir. Quand on a fait Dark Mission, le film n'était pas placé aux États-Unis, j'avais pas de distributeur. Un ami, Jean-Louis de Turenne, m'a dit « Est-ce que tu veux que j'en parle à Roger Corman ?» Il lui avait fait acheter des films de Fellini, qui n'était pas du tout le genre de Dark Mission. Il a dit « Mais ça peut l'intéresser. » C'était également. Donc je suis allé voir Roger Corman, en me faisant un peu tout petit. Il a vu le film Dark Mission et on s'est mis d'accord et il a pris le film. Quand on a fait le documentaire sur Jess Franco, je suis allé le voir pour lui demander, parce que je sais qu'à l'époque de American International Pictures, ils avaient eu des films de Jess Franco. Et il m'a dit oui, donc on le voit dans le documentaire. Et c'est vrai qu'on nous a appelé le Roger Corman européen. Et ça m'a flatté. Quand on a tourné La Chute des Aigles, on a eu un casting plus important, plus significatif, ce qui ne veut pas dire qu'on a mieux vendu. On pensait qu'il serait mieux distribué, mais il n'y a pas eu la distribution que l'on escomptait. Peut-être que c'était plus le moment de faire des films de ce style-là, avec des
comédien américain pour vendre le monde entier, il n'a pas eu les résultats que l'on escomptait. Moi, je le trouve intéressant, mais financièrement, ça n'a pas été ça. Le dernier film qu'on a tourné, c'est un film en coproduction avec la Colombie, El Rey. Le thème du film, c'est le premier trafiquant de drogue avant Escobar dans la ville de Cali, avec un metteur en scène colombien. Et le film est colombien essentiellement par le sujet, par les acteurs, par le metteur en scène. Nous, on a assuré le tournage à Paris et le tournage à New York, et des comédiens français. On a travaillé également sur le scénario avec Antonio Dorado, et le film en France n'a pas trouvé de distributeur. Certains nous ont dit « Ah, le film est trop artistique ». C'est vrai qu'il a représenté la Colombie aux Oscars à l'époque. Il a été sélectionné comme meilleur film étranger au Goya en Espagne. Donc il a ce côté artistique qui n'a pas plu à certains distributeurs. D'autres, en revanche, nous ont dit « Ah, il est trop commercial pour nous, c'est pas ça ». Donc le film n'est pas sorti en France à ce jour. Il est sorti aux États-Unis en salle, en Espagne, avec pas mal de succès, mais j'espère que ça viendra en France. Je parlais avec Canal+ de films, pour leur proposer des films, et en parlant avec Bruno Deloy, on a parlé ensemble et il a dit bah oui, je te prends 2 films, mais ce serait drôle d'avoir en même temps un documentaire sur Eurociné pour accompagner les 2 films. J'ai dit bon, très bien, on fait un documentaire sur Eurociné. J'avais connu une dame qui produisait des documentaires, qui m'a présenté Christophe Beer, et comme Christophe Beer avait fait un livre sur Eurociné, il était tout indiqué. Donc Christophe a tourné le film, a fait des interviews à gauche, à droite, mais je ne suis pas trop content de n'avoir qu'une partie des interviews qui sont mises dans le documentaire. Si on prend l'exemple, je ne sais pas, d'Alain Deruel qui dit quand on tournait Terreur cannibale, on avait simplement un sandwich pour manger de toute la journée. C'est pas ça, on tournait en Espagne. Les comédiens espagnols et sur les tournages espagnols ont un casse-croûte à midi et à 5 heures, on va manger. On allait manger toute l'équipe à 5 heures. Christophe n'a gardé que la partie où il dit on ne mangeait qu'un sandwich pour toute la journée. Donc, il aurait fallu expliquer le contexte. Pareil, quand il parle avec Gilbert Roussel, qui dit quand on venait se faire payer, « Ah, j'ai plus de chèque, reviens la semaine prochaine ». C'est peut-être arrivé une fois, mais il n'y a jamais eu de problème dessous avec Gilbert. La preuve, on a refait des films par la suite. Donc, s'il y avait eu un problème, il n'y aurait pas eu un 2e film ensemble. Et c'est arrivé il y a pas mal de petites choses comme ça. Et quand on a eu la projection du documentaire à la Cinémathèque à Paris, il y avait un comédien, figurant comédien qui était là, qui a pris la parole et qui a dit beaucoup de bien d'Eurociné, et qui est revenu travailler dans plusieurs de nos films et qui a pu, entre guillemets, un petit peu contrebalancer ces parties négatives que l'on voit dans le documentaire, parce que justement, il n'est pas du tout objectif. Un distributeur DVD a commencé à travailler avec des films à nous. À l'époque, c'était les films qu'il a appelés Nazi Exploitation. C'est Artus Film. On a reparlé il y a quelques mois de ce que nous faisions. Et un film étant sorti aux États-Unis, il m'a demandé où ce film en était.
Donc je dis, il est disponible pour la France, il y a du bon matériel. Et il a finalement pris 3 films qui viennent de sortir en janvier, si je ne me trompe pas, en janvier de cette année. Et il est prévu justement qu'il prenne d'autres films de Jess Franco prochainement. J'ai récemment parlé avec un distributeur français de Blu-ray qui, pour se présenter, m'a dit je dis que je fais du cinéma d'exploitation. C'est le même terme que j'utilise pour définir tous les films de Rossiné. Ce sont des films d'exploitation. J'ai souvent utilisé la similitude entre les livres des bibliothèques de gare, où on achète un livre, on le lit pendant les 2-3 heures du trajet dans le train et on le laisse sur le fauteuil en partant, mais on a oublié pendant 2-3 heures que toute la vie, il n'y avait que le livre. Et bien, nous, on a fait des films où il y avait un titre, un visuel qui attirait, on achetait le ticket pour entrer dans la salle de cinéma et pendant 1h30, on oubliait tous les soucis de la vie, on oubliait tout, et on ressortait et on passait à autre chose. Et aussi, quand il y a eu la projection Une nuit Eurociné à la Cinémathèque, il y a eu des questions que l'on m'a posées, et j'ai dit, à l'époque, quand ces films étaient faits, il y a 30 ans, on n'avait pas les honneurs des cahiers du cinéma, ni des critiques du Figaro. Les films ne sortaient pas sur les Champs-Élysées, mais sur les grands boulevards. Mais aujourd'hui, 30 ans après, vous êtes venu de l'autre côté de Paris, spécialement. Vous avez acheté un billet pour voir nos films, alors que beaucoup des films qui étaient critiqués dans le Figaro ou dans le cahier du cinéma, beaucoup n'existent plus, ne vivent plus. Les nôtres, ils sont là, vous êtes là, et ils sortent en Blu-ray un petit peu partout dans le monde, dans tous les pays du monde, de la Chine aux États-Unis, voilà. Donc on a fait du cinéma d'exploitation, et on n'a pas eu d'autre ambition que de faire du cinéma d'exploitation.